on retient les 4 principales grandes émotions, c'est-à-dire la peur, la tristesse, la colère et la joie, elles ont toutes un but précis. La peur demande de la protection, donc autant attendre de nos interlocuteurs d'être rassurés. La tristesse demande du réconfort, donc nous avons besoin d'être consolés. La colère demande du changement, donc nous avons besoin d'être apaisés, c'est-à-dire rassurés sur le plan irritatif, je dirais. Et puis la joie, évidemment, va demander du partage et être intégré dans la question relationnelle va faire partie de cette demande autour de cette émotion-là. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que toutes les émotions négatives représentent un besoin qui n'a pas été comblé. Et c'est aux interlocuteurs soucieux de vous proposer, et réciproquement bien sûr, une bonne qualité relationnelle, de comprendre comment s'adapter, comment écouter correctement dans une écoute active, quelle est la définition même de l'émotion que vous montrez à ce moment-là, dans la situation qui vous lie, et aller vous apporter la réponse appropriée. Si vous avez le sentiment, parce que vous décodez maintenant vos émotions, si vous avez le sentiment que cette réponse n'est pas appropriée, c'est-à-dire par exemple qu'on va rassurer une joie, ce qui n'a aucun intérêt, qu'on va consoler une colère, ce qui n'a pas de sens non plus. Là, resituez les choses vous-même. Dites non, 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 attends, je suis triste, j'ai besoin que tu me consoles. Et cette lecture-là, aussi simple et aussi banale que ça, peut proposer énormément plus de consistance à la relation, ou alors évidemment proposer un simple lien. Il y a les émotions authentiques, il y a les émotions parasites. Et ça aussi, ça va participer de votre apprentissage de cette lecture fine que vous pouvez faire de cette dimension de vous-même. La peur, elle est complètement adaptée en cas de danger réel. C'est-à-dire que heureusement qu'on a peur quand on va près d'une falaise parce qu'on sait qu'éventuellement, si on va trop près, on peut tomber à cause d'un glissement de terrain ou même le vent peut nous emporter. Donc la peur, elle est absolument fonctionnelle dans ce cas-là. On dit freeze, fight, escape, anticipate. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez cette logique-là. Quand on a peur, on a 4 réactions naturelles. Freeze, c'est la sidération. On ne peut rien faire. Ce qui permet d'ailleurs à des gens, des victimes d'agression, par exemple, de ne pas vivre le moment présent et de peut-être même de ne même pas s'en rappeler réellement. Ce qui est grandement secourable pour le psychisme, car c'est extrêmement traumatique. On dit fight, parce qu'il y a des gens qui vont foncer tête baissée dès qu'ils ont peur. Tout de suite, ils dégomment. Et on ne sait pas sur quel ennemi on peut tomber. On ne sait pas si c'est un prédateur violent, plus fort que nous. C'est dangereux. En revanche, escape, ça c'est au sens non pas de fuite, qui serait considérée comme une émotion négative autour de la couardise ou le manque de courage, mais c'est vraiment escape au sens de se mettre en sauvegarde, se mettre à l'abri, ce qui est très intéressant et ce qui est, je dirais, archaïquement normal. Et enfin, anticipate, c'est-à-dire qu'on réfléchit par rapport à cette peur. Cette peur, elle permet de mobiliser l'énergie pour se protéger. Elle permet de gérer cette propre peur, c'est-à-dire la reconnaître, l'accepter. Elle permet d'analyser la situation pour dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de cette situation compliquée? Ou est-ce que je peux imaginer par anticipation ce qui risque de se produire vraisemblablement, sans faire probablement de conjectures fallacieuses, mais en imaginant ce qui va se passer, eh bien, c'est comme une espèce de communication de crise qu'on se fait à soi-même, un plan de crise, c'est-à-dire l'anticipation pour éviter que le problème n'arrive. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre à accompagner la peur de l'autre et lui permettre de l'exprimer, lui permettre de se sentir écouté dans une écoute active, poser des questions ouvertes et non pas fermées pour ne pas donner votre point de vue, mais pouvoir toujours ramener l'autre à son questionnement et non pas le vôtre. On ne vous demandera jamais votre avis dans cette histoire-là. On vous demandera d'être là pour que celui qui a peur, par exemple, puisse définir avec plus de précision ce qui l'encourage à avoir peur. Et si c'est une émotion qui paraît authentique, intéressante, fonctionnelle, utile, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou totalement inutile. Parce qu'évidemment, l'émotion parasite de la peur,
c'est qu'elle ne soit pas, qu'elle ne puisse pas se fixer sur quelque chose de réel, puisque je vous ai dit que quand elle est fonctionnelle, elle, elle est adaptée en cas de danger réel. Si le danger n'existe pas, on parle d'une angoisse à ce moment-là, et l'angoisse, elle est dysfonctionnelle parce qu'elle ne représente pas un danger réel. Si je suis sur une route et que, évidemment, il y a une circulation du diable, évidemment que je peux avoir peur d'être renversée. Mais si je suis sur une route et que précisément, il n'y a personne dans le désert du Nevada à 100 km à la ronde, et que pourtant, j'ai extrêmement peur d'être renversée, là, je suis dans une angoisse qui, évidemment, n'a rien à voir avec la situation. Et c'est ça l'intérêt. C'est cette lecture-là de la peur qui est intéressante. La colère, maintenant. La colère, elle est liée tout à fait au présent. Elle est formidable, la colère. Et moi, je vous encourage à ne pas brider vos colères parce que, dans le fond, elle sert à obtenir un changement. Elle est là pour dire stop, ça suffit. Voilà mes limites. Il est hors de question que j'aille plus loin. Je ne peux pas faire autrement. Elle demande en fait à se faire entendre. Elle demande à réparer peut-être une injustice, ou en tout cas, elle est liée à un sentiment tout à fait normal de frustration, une invasion du périmètre, peut-être. C'est une protestation de ce que nous ne pouvons pas ou plus tolérer. Donc, pourquoi les gens n'aiment pas être en colère? Parce que dans le fond, ils confondent colère et violence. Or, gérer sa colère, ce n'est pas s'autoriser à l'exprimer, quoique pour certains, ça serait intéressant, mais comment elle va s'exprimer? C'est-à-dire, non pas sous forme de violence, mais au contraire, sous forme de considération, de constat. Alors évidemment, la colère, elle sera toujours parasite quand elle est fixée sur le passé, quand elle concerne le passé, et elle est inadéquate parce que sur cette question-là, rien n'est plus possible de faire. La colère, quand elle est bien exprimée, elle indique à quel point il est possible de modifier quelque chose. Mais le passé, il est irréversible. La tristesse maintenant. La tristesse, elle est forcément focalisée sur le passé, même un passé proche. Et elle est évidemment tout à fait adaptée en cas de perte. Vous vivez un deuil, vous vivez, je sais pas, la trahison d'une amie ou d'un ami, ou la perte même d'un animal domestique qui vous a accompagné pendant 20 ans de votre vie. Enfin, il est normal d'être triste. Comment ne le serait-on pas? Donc, en fait, elle participe, la tristesse, activement au processus de deuil. Donc, gérer sa propre tristesse, c'est s'autoriser tout à fait à pleurer. S'excuser de pleurer, c'est trop dommage. La tristesse est évidemment parasite quand elle s'apparente à la dépression de type sévère, où là, effectivement, il y a un blocage dans un chagrin qui ne peut pas évoluer et qui ne s'affaiblit pas. Dès l'instant où nous sommes bloqués au niveau émotionnel, ce qui globalement est là au niveau du corps, il faut passer d'un cran. On dit qu'il y a 4 dimensions dans l'humain. Il y a le pulsionnel qui est le ventre, le réactionnel, le réactif, le spontané qui est très infantile, l'émotionnel ici, le mental là et le spirituel au-dessus. Effectivement, nous avons une logique d'élévation de nous dans ce sens-là. Il vaut mieux passer de l'un à l'autre comme ça pour pouvoir accéder à quelque chose de serein. Donc, dès l'instant où vous êtes vraiment prisonnier de vos émotions, pensez. Pensez, parce que le mental va vous permettre de réaliser ce sur quoi vous êtes bloqué. Donc ça, c'est très intéressant. La joie, ça parle du présent, du passé, du futur, de tout le temps. Ça parle de l'accomplissement. La joie, elle est parasite et elle est dysfonctionnelle quand c'est une façon de ne pas sentir nos émotions. Et vous allez souvent, très souvent, observer chez des gens qu'ils sont capables de dire des horreurs en riant, avec une espèce de rire nerveux. Vous savez, quelque chose de ah oui, oh, c'est terrible. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est très, très courant et c'est vraiment ce qu'on appelle une incongruence, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à une réalité. Donc, en fait, je vous encourage à vraiment décoder ces moments-là où votre rire, votre sourire est ce qu'on appelle un rire nerveux et qu'il représente plus de l'ordre de l'inhibition, de l'hypersensibilité, on va en parler tout à l'heure, que d'autres choses. En tout cas, ce n'est pas de la joie. C'est évidemment un sentiment douloureux, la culpabilité, mais qui est normal pour des tas de personnes qui éprouvent ce ressenti à la suite de ce qu'elles supposent être une faute réelle, mais qui n'en est pas forcément une. Évidemment que ça peut être très excessif, ce complexe de culpabilité, dès lors où c'est un sentiment qui va s'hypertrophier au fur et à mesure des événements.
qui va se cultiver au fur et à mesure de la vérification de nos croyances, c'est-à-dire qu'on va toujours faire des expériences qui vont nous prouver qu'on a bien raison d'être dans cette culpabilité-là, alors que ça n'est qu'une construction mentale, bien souvent. Et ça va envahir petit à petit la personne au point de structurer toute sa personnalité, d'aller très très loin, vers la névrose, bien sûr, mais vers la folie, vers l'autodestruction. Et puis, il y a le corollaire de la culpabilité, le remords, le regret et la honte. La honte, ça, c'est vraiment quelque chose, je dirais, si j'arrive à vous faire, à vous convaincre que l'on peut tirer avantage de la honte, j'aurais gagné ma journée, croyez-moi. Bah, la honte, ça peut réellement devenir un moteur de changement vers une attitude positive. Par exemple, en criminologie, vous avez une notion de honte réintégrative, c'est-à-dire que pour aider un criminel à se réintégrer dans la société, on va le confronter à ses méfaits, à ses délinquances. Et cette honte va probablement produire du remords, du regret, du repentir et de la résilience. La honte, c'est un sentiment, il est terrible parce que il crée un risque d'être exclu, soit de la famille, soit du groupe. Ça peut être n'importe quel groupe d'ailleurs. Faisons un petit exercice pratique de décodage avec les questions, parce que vous savez que pour passer de là à là, il faut se poser les bonnes questions. Et c'est ça qui aide. Qu'est-ce qui provoque mon émotion? Est-ce qu'il y a une réalité autour de ça? Ma réaction est-elle appropriée? Est-elle proportionnelle? Est-elle excessive? Donc, si l'émotion est juste et appropriée, elle est réactionnelle, elle peut donc être reconnue et exprimée. Si l'émotion est inadaptée, qu'est-ce qui se passe? Là, on réfléchit et on analyse la situation. Alors, pour l'analyser, il y a aussi quelques éléments de décodage que je vous propose sous forme de solutions.